Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bienvenue, chers auditeurs de la RPA, dans ce journal du 9 juillet 2021, les principaux titres. L'organisation de protection des journalistes CPJ demande au gouvernement burundais de réhabiliter tous les médias interdits. Et les habitants de Kayanza dénoncent une contribution forcée de 1000 francs pour construire le bureau provincial. Et la Tanzanie alerte sur la propagation à grande échelle de la Covid-19 dans la région. Voilà pour les titres et le développement, c'est tout à l'heure. Le comité pour la protection des journalistes appelle le Burundi à rétablir tous les médias interdits. Dans sa déclaration sortie hier, CPJ a également exprimé son inquiétude face aux conditions imposées à la Voix d'Amérique pour son autorisation à réémettre au Burundi. Le contenu de la déclaration avec Marie-Ange Irakoze. L'appel du comité pour la protection des journalistes au gouvernement burundais de rétablir tous les médias interdits sur son territoire intervient après la décision du Burundi de lever les interdictions imposées à la BBC et au site d'information pro-gouvernemental Ikiriho. Pour CPJ, plusieurs autres médias ne peuvent toujours pas opérer au Burundi. La Voix d'Amérique figure sur cette liste noire. Pour cette organisation, cette radio américaine a été suspendue depuis 2018 pour avoir prétendument diffusé un contenu manquant d'équilibre et préjudiciable aux relations du Burundi avec les Nations Unies. Le comité pour la protection des journalistes, dans sa déclaration, ne cache pas ses inquiétudes quant aux conditions imposées à cette station par les autorités burundaises pour sa réintégration dans le pays. Selon le CPJ, Voix d'Amérique lui a déclaré dans un courrier du 23 juin que les autorités burundaises avaient conditionné la levée de l'interdiction à la remise d'un journaliste swahili de la Voix d'Amérique que les autorités burundaises veulent arrêter. Le média a confié au CPJ qui ne négociera pas à ce propos. Malgré des tentatives visant à permettre davantage des médias de travailler, la demande scandaleuse qu'un journaliste soit remis aux autorités avant que la suspension de la Voix d'Amérique puisse être levée et le silence continu d'autres médias montre que le Burundi reste un environnement fondamental hostile pour la presse, a déclaré le représentant de CPJ pour l'Afrique subsaharienne, Mutsoki Mumo. Pour lui, les autorités burundaises devraient accélérer le rétablissement de la licence de la BBC, lever la suspension de la Voix d'Amérique sans condition, supprimer toutes les restrictions sur les autorités médias et garantir que les journalistes d'opérer librement. Sur la liste des médias interdits au Burundi, CPJ cite la radio publique africaine RPA et la radio et télévision privée Renaissance, deux médias qui opèrent désormais depuis l'exil puisque ne pouvant plus opérer au Burundi depuis 2015. Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, et Mourodi, directeur de la radio et télévision privée Renaissance, font partie de sept journalistes en exil condamnés par contumace pour leur implication présumée dans la tentative de coup d'État de 2015, a rappelé le CPJ dans son communiqué. Parlons droits de l'homme et politique. Et à présent, un membre du parti CNL de la colline Rubanda, zone Mhinga, en commune Vugizo, nous sommes dans la province Makamba, a été arrêté ce matin à son domicile par des personnes qui seraient des agents du service national des renseignements. Selon ses proches, Innocent Ndairagidje est accusé d'être de mèche avec les malfaiteurs qui ont attaqué à la grenade le chef de la zone Mhinga il y a de cela quelques semaines. Innocent Ndairagidje a été embarqué vers 6 heures du matin dans un des deux véhicules Toyota de type Hilux sans immatriculation. Ce partisan du Congrès national pour la liberté, qui est également enseignant à l'école fondamentale Moringa, avait été emprisonné en 2015 pour des raisons
politique. Des arrestations intempestives des partisans du CNL qui continuent également d'être signalés sur le territoire burundais. Au bout d'une semaine seulement, 5 membres de ce parti de l'opposition ont été arrêtés et incarcérés dans les provinces d'Ongozi et Kayanza. Les détails avec Éloge Divin Remesh. Ces arrestations, opérées sur des membres du CNL, sont signalées dans les communes Kiremba en province Ngodi et Gatara en province Kayanza. À Kiremba, 3 individus ont été arrêtés au cours de cette semaine. Parmi eux, un responsable de ce parti ainsi qu'un administratif issu de ce même parti ont été arrêtés ce jeudi. Les sources de la RPA dans cette localité révèlent que ces arrestations ont été faites par l'administrateur de Kiremba qui les accusait d'avoir dit à un membre du CNL d'attaquer à la machette Nimbonera-Kouré qui venait lui soutirer par force de l'argent. L'autre membre du CNL arrêté est un administratif qui a été arrêté au début de cette semaine par l'administrateur de Kiremba également, selon notre source. Ce jeudi, l'administrateur a interpellé Simon Manario, représentant des jeunes du parti CNL à Kiremba. Il est incarcéré. À 10h, le chef de la colline Chili, nommé Herman Shimirimana, a été arrêté lui aussi sur l'ordre de l'administrateur alors qu'il était dans une réunion. Lundi, le chef de la colline Ruyumu, Pierre Mhawenimana, a été lui aussi arrêté au bureau de la commune. Il venait de dénoncer les Imbonerakure qui avaient provoqué des échauffourées sur sa colline la veille. Même mode opératoire en commune Gatara de la province Kayanza, où 2 militants du CNL ont été arrêtés par des administratifs, dont l'administrateur communal. Notre source indique qu'ils sont victimes de simples soupçons. Ils ont été arrêtés. On les accusait d'héberger les rebelles, mais c'est un montage. Le nommé Julien Gendakumana a été arrêté jeudi de la semaine passée. Il a été conduit au cachot de la zone. Le lendemain, on l'a transféré à la commune Gatara. Samedi, on a arrêté Solix. Et lui aussi a été conduit au cachot de la commune Gatara. C'est une grande persécution. Tous les deux ont été amenés au cachot de la documentation de Kayanza mercredi. Depuis ce jour, personne ne les a plus revus. Celui qui a été arrêté jeudi, c'était le responsable de la colline et les Imbonerakure l'ont amené au cachot de la zone Mbirizi. L'administrateur aussi les suivait quand il l'amenait au cachot de la commune Gatara. Les militants du parti CNL dans les provinces Kayanza Ngodi demande que les leurs soient relâchés et que ces arrestations en cascade cessent. Avant d'évoquer les droits des femmes, parlons du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui se dit prêt à combattre les forces négatives opérant dans la région des Grands Lacs. C'est l'extrait du communiqué de l'exposé trimestriel sur la situation dans la région rendu public ce mercredi. Ce conseil note qu'en plus des catastrophes naturelles qui se sont abattues sur la région, des groupes armés y restent très actifs. Onésime Dushimagiz. Des mesures punitives, y compris des sanctions ciblées, vont être prises contre les groupes armés et tous ceux qui les soutiennent. Tel est l'engagement fait par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à l'issue de la 1005e réunion de la situation dans la région de Grands Lacs, tenue le 21 juin 2021. À travers le communiqué de ce mercredi 7 juillet, rendant compte de cette réunion, le Conseil de sécurité de l'Union africaine condamne fermement les crimes odieux, y compris l'exploitation et le commerce illégal des ressources naturelles de la région commis par les groupes armés et les forces négatives qui opèrent activement dans la région. Toutefois, ce Conseil se félicite du lancement du groupe de contact et de coordination GCC, chargé de superviser la mise en œuvre de mesures non militaires destinées à compléter les opérations militaires contre les forces négatives dans la région des Grands Lacs. Le Conseil de paix et de sécurité se réjouit également des progrès réalisés dans la région des Grands Lacs en matière de paix, de sécurité et de stabilité, malgré les défis liés aux activités criminelles odieuses perpétrées par les groupes armés actifs dans la région et aux catastrophes naturelles. Ce conseil cite notamment les inondations au Burundi causées par la montée des eaux du lac Tanganyika, ainsi que l'éruption du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo, sans oublier l'apparition et la propagation de la pandémie Covid-19. De plus, le Conseil de sécurité a une profonde préoccupation de la situation humanitaire qui résulte de ces problématiques en termes de perte de vies humaines, de personnes déplacées et de réfugiés.
Par ailleurs, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se félicite du retrait du Burundi du programme du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la fermeture de la mission des observateurs des droits de l'homme et d'experts militaires de l'Union africaine au Burundi le 31 mai 2021. Les élections pacifiques et crédibles récemment organisées dans les pays de la région sont à saluer, selon toujours ce communiqué. En définitive, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est engagé à combattre et à éradiquer plus efficacement toutes les forces négatives, les groupes armés et les groupes terroristes en activité, ainsi qu'à faire face à la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs et dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Enfin, ce Conseil demande au président de la Commission africaine de mobiliser le soutien nécessaire au programme de désarmement, de démobilisation et de la réintégration dans les pays de la région. Vous pouvez retrouver ce journal sur les comptes Facebook et YouTube de la radio publique africaine. Dans un instant, nous parlons des droits des femmes. RPA. Des sanctions sévères devraient être prises à l'endroit de ceux qui commettent des abus envers les femmes. Déclaration de Jeanne d'Arc Zaninyana, secrétaire générale du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Jeanne d'Arc Zaninyana réagit à ce qui est arrivé avant-hier à une fille de la commune Gihanga de la province Bubanza qui a été grièvement blessée après avoir été passée à tabac par des Imbonerakure. Suivez Jeanne d'Arc Zaninyana. Aujourd'hui, si on analyse la situation des droits des femmes au Burundi, on arrive à se demander si les femmes sont réellement en sécurité, sont réellement protégées dans leur propre pays. Et cela se montre à travers le fait que chaque jour, on a des cas des femmes victimes de viols, victimes de torture, victimes de plusieurs sortes de menaces à leur égard. Pour le cas de la femme de la commune Gihanga qui a été victime de torture par un groupe d'Imbonerakure, ce comportement de ces Imbonerakure est le résultat de l'impunité qui s'observe au Burundi. La justice burundaise ne plus avoir un mot à dire face aux Imbonerakure ou toute autre personne membre du parti au pouvoir. Ce qui est plus grave encore, c'est le comportement que le gouvernement du Burundi a ces temps-ci, qui ne ménage aucun effort pour montrer au monde que la situation des droits de l'homme s'améliore, mais qu'en parallèle, rien n'est fait pour éradiquer ces violences à l'égard des femmes. Nous demandons à la justice d'agir en punissant d'une façon exemplaire ces auteurs, et non seulement les chefs des Imbonerakure qui a été arrêté, mais aussi toute personne qui a participé à torturer cette femme, y compris celles qui ont assisté sans porter secours à cette femme. Jeanne d'Arc Zaninyana, c'est la secrétaire générale du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Nous vous parlions également hier d'une fille qui aurait été violée par un infirmier. Le phénomène d'agression sexuelle en milieu hospitalier est un comportement à décourager qui va à l'encontre de l'éthique professionnelle et qui ternit l'image du personnel de la santé. C'est du moins la réaction de Dr Comme Konakuze après que cet infirmier du centre de santé Chabara en commune et province Rumonge ait été arrêté, accusé d'avoir violé une fille de 16 ans. Cette fille se faisait soigner à ce centre de santé. Dr Comme Konakuze demande à la justice de punir cet infirmier conformément à la loi et de rétablir la victime dans ses droits moyennant une réparation. Les cas d'agression sexuelle en milieu hospitalier ou dans n'importe quel milieu professionnel est connu. Il y a des documentations qui sont déjà livrées et qui peuvent illustrer l'ampleur de ces cas, surtout en milieu de soins où le personnel ou les patients sont agressés sexuellement. Cela veut dire, en d'autres termes, que c'est une atteinte à l'éthique médicale des professionnels qui n'est pas acceptable du tout. Et ce comportement rend les services humainement inacceptables, car vous connaissez bien qu'en milieu hospitalier, les patients peuvent même être nus et s'exposer de manière plus que dans d'autres milieux. Alors là, il n'y a pas de soins sans éthique ou normes. Et là,
ce cas précis de cet infirmier du centre de santé en province de Rumongue montre bien qu'il a fait faillite à son professionnalisme et aussi a rendu les services inacceptables pour l'ensemble de ses clients. Quand l'opposition aux valeurs professionnelles inclut des cas extrêmes comme le viol en milieu de travail, il s'agit bien d'une perte morale et éthique. Alors là, je vois bien que son syndicat devrait documenter et centraliser les informations même à travers tous les milieux de soins dans le pays et après essayer d'analyser l'ampleur et d'analyser aussi les facteurs qui incluent ces aspects d'agression sexuelle en milieu hospitalier. Et puis, les ressources humaines au ministère de la Santé devraient aussi faire une documentation, centraliser l'information et voir l'ampleur de ce problème et surtout prendre des mesures préventives et ajuster aussi les lois en vigueur en rapport avec les ressources humaines, mais aussi mener une sensibilisation liée à l'ensemble de l'éthique en milieu de soins. Donc, en second lieu, c'est probablement les sanctions disciplinaires si la personne est coupable, mais aussi des poursuites judiciaires et aussi des réparations à ses victimes, parce que ça porte préjudice au métier et surtout à la prestation des soins et à l'accessibilité aux soins de santé par la population qui en a besoin. Certains citoyens expropriés et non encore indemnisés par la société Tanganyika Mining Burundi et qui logent dans les enceintes de cette dernière peuvent attraper certaines maladies respiratoires. Propos du professionnel de santé, Dr Noël Nyonghuru. De plus, ce médecin demande aux autorités locales de déplacer ces citoyens le plus vite possible pour éviter qu'ils ne tombent dans une dépression. Écoutez Dr Noël Nyonghuru. Dans le cas du Burundi, pour faire la fonte de minerais, et je crois que la seule source d'énergie disponible et à bon marché s'avère être la tourbe. La tourbe va dégager sûrement le gaz carbonique, le dioxyde de carbone et la monoxyde de carbone. Et cette monoxyde de carbone est plus nocif que le gaz carbonique, mais aussi le gaz carbonique, à forte exposition dans l'air qu'on respire, va dégager une hypoxie chronique pour ces gens-là qui sont exposés 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 et pendant longtemps et dans une situation de stress. Et je crois que si on ne fait rien assez rapidement, ils pourront être affectés, leur système respiratoire et entraîner des maladies et y raccourcir leur espérance de vie. Du point de vue médical, je leur conseillerais d'éloigner ces gens de la proximité des tuyaux d'échappement de ces gaz et de leur donner une vie hygiénique, les reloger dans d'autres terres afin qu'ils ne peuvent pas tomber dans d'autres maladies psychologiques comme la dépression et avec risque de suicide. Dans le même secteur de la santé, les grandes villes de la Tanzanie, y compris celles proches du Burundi, sont très menacées par la pandémie de Covid-19. Dans un discours tenu au cours de cette semaine, Samia Suluhu, présidente tanzanienne, a fait savoir que la situation est très inquiétante vu l'évolution de cette pandémie. Chacun doit prendre des précautions pour se protéger, a conseillé Samia Suluhu. Les détails avec Francine Mahoro. Les grandes villes les plus touchées par la troisième vague de la Covid-19 en Tanzanie sont Arusha, Mwanza, Dar es Salaam, Dodoma et Kagera, qui est proche du Burundi. Selon le journal de East Africa, Samia Suluhu, la présidente de la Tanzanie, a lors de son discours ce mercredi à Kibaigwa, dans une localité appelée Morogoro, informé tout ce qui était sur place, car rien n'est à cacher au regard de l'évolution de la troisième vague de la Covid-19 dans ces villes citées si haut. Cette autorité a profité de cette occasion pour inviter les Tanzaniens à prendre des précautions pour se protéger contre cette pandémie, en respectant les indications données par les experts de la santé. De plus, la présidente tanzanienne a été choquée par le comportement de certains Tanzaniens qui ne portaient pas le masque convenablement. Ici, Samia Suluhu avait vu une
centaines de Tanzaniens qui n'avaient pas bien ajusté les masques sur le nez alors que la troisième vague de la COVID-19 se propage à une grande vitesse. Ainsi, elle a demandé à tout le monde de se protéger pour éviter le décès, comme c'est le cas dans d'autres pays. Pour Samia Sururu, c'est la toute première fois que la Tanzanie compte 70 cas positifs en état critique, a indiqué de East Africa. Néanmoins, tout ce qui concerne la troisième vague de la COVID-19 est considéré comme un conte de fait au Burundi. Au moment où les pays voisins comme la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda font le tout possible pour protéger les populations, surtout à les inviter à respecter les gestes barrières de la COVID-19. Rien n'est respecté à ce qui concerne le respect de ces mesures contre la COVID-19 au Burundi. Cela se remarque dans la négligence affichée par les habitants dans la mise en application de tous les gestes barrières pour éviter la propagation de cette pandémie. Pourtant, Kagera est l'une des villes de la Tanzanie menacée par la COVID-19 et qui est proche du Burundi. Vous pouvez également recevoir ce journal en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 15 12 94 16 348. Une courte pause et nous nous rendons à Kayanza. La secrétaire de la zone Rugazi en commune Kabarore de la province Kayanza est accusée d'exiger des pots de vin pour les extraits d'actes de naissance des enfants et les extraits d'actes de mariage. La population parle d'un pot de vin d'au moins 6 000 francs pour l'acte de naissance et 5 000 francs pour l'extrait d'acte de mariage. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Rose Nyiraneza reste comme secrétaire de la zone Rugazi depuis près de 7 ans. Sur les 7 ans de service, les habitants l'accusent de leur exiger une somme de 2 000 francs pour chaque service sollicité, et cela depuis près de 5 ans. N'ayant pas d'autre choix, certains sont contraints de payer cette somme dans la mesure où les bureaux de la commune sont très éloignés. Pire encore, cette secrétaire zonale exige des pots de vin allant de 3 000 francs pour des gens qui veulent faire enregistrer des nouveaux-nés. Normalement, l'extrait d'acte de naissance est délivré moyennant paiement de 1 000 francs seulement. En principe, l'enfant est enregistré dans une période ne dépassant pas 2 semaines et l'enregistrement est gratuit. Seulement, on doit payer 1 000 francs pour l'obtention d'un extrait d'acte de naissance. Donc, elle nous dit qu'on doit lui acheter un Fanta qui va de 3 000 et plus. Ensuite, on doit encore lui donner la même somme de 3 000 ou 2 000 avant de délivrer cet extrait. Même son de cloche pour ceux qui veulent faire l'enregistrement pour le mariage civil. Ces derniers sont obligés de payer une somme de 5 000 francs de pot de vin, en plus des frais qui rentrent dans les caisses de l'État. Autre chose, c'est l'argent qu'ils rançonnent aux gens qui souhaitent se marier et leur demande un montant de 5 000 francs burundais qu'elle empoche, en plus des 6 000 francs que la commune exige de payer. En somme, ces gens se retrouvent dans des dépenses de plus de 10 000 francs. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Rose Nyiraneza, secrétaire de la zone Rugazi. Son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Les habitants de la zone Rugazi demandent au chef de cette zone, à la personne de Gervais Uwizeyimana, nommé dans ses fonctions depuis une semaine, de suivre de près ce dossier. Restons à Kayanza. Les habitants de cette province dénoncent une campagne de contribution par force de la somme de 1 000 francs pour chaque personne qui atteint 18 ans. Le chef des collines explique que c'est pour la construction du bureau provincial. Les habitants indiquent qu'ils ont déjà payé cette contribution à plusieurs reprises. Les détails avec Eric Nyonzima. Cette somme de 1 000 francs est collectée par force dans toutes les 9 communes de la province de Kayanza. Une famille de 10 personnes et à l'âge de 18 ans et plus contribue un montant de 10 000 francs. Cette contribution est collectée par les chefs collinaires. Les habitants de la province Kayanza indiquent qu'ils avaient déjà donné cette contribution concernant la construction du bureau de la province Kayanza en 2018. Depuis lors, ils disent qu'ils ont déjà contribué plusieurs fois. En 2019, les fonctionnaires de l'État avaient donné 3 000 francs chacun et les commerçants 5 000 francs chacun pour la construction du bureau de la province. Ce qui collectait
Cette contribution les retrouvait au lieu de service. Actuellement, pour avoir un document à la commune, on doit d'abord montrer une quittance prouvant que tu as payé la contribution de la construction du bureau de la province. Les habitants de la province Kayanza demandent que cette contribution intempestive cesse parce qu'ils sont dans une pauvreté. Nous n'avons pas pu joindre Colonel Rémi Chichahayo, gouverneur de la province Kayanza, pour donner des éclaircissements. Au sud du pays, l'on parle de la hausse illégale des prix des boissons qui s'observe dans la zone Gatete, commune et province Rumongue. Les habitants de cette zone indiquent que c'est inconcevable qu'il y ait des commerçants qui augmentent des prix alors qu'il n'y a plus de pénurie de boissons. Eloge Kwizera a plus de détails. La boisson de prix a beaucoup été majorée selon la population et la mosté. Une bouteille s'achète à un prix compris entre 2300 et 2800 francs. Cet habitat témoigne. Les prix des boissons alcoolisées ont grimpé d'une façon spectaculaire ici dans la zone Gatete. Par exemple, la Moselle 65 centilitres coûte soit 2800, 2500 ou 2300 francs, alors que le prix officiel est de 2000 francs burundais. Les habitants de la zone Gatete s'étonnent de cette hausse des prix alors que les boissons sont disponibles sur les dépôts. Auparavant, il y avait la carence des produits de la Braroudi, d'où chacun fixait le prix de vente selon le prix d'achat. Mais pour le moment, il n'y a pas de carence. Ils s'approvisionnent sur les dépôts au prix de 21 600 francs burundais le casier. En divisant par 12 le nombre de bouteilles, on déduit que le prix de la bouteille est de 1800 francs burundais. Vous comprenez qu'en aucun cas, la bouteille ne devrait pas se vendre à 2600 ou à 2800 francs. Les habitants de Gatete demandent aux autorités de la commune Rumongue de suivre de près ce vol organisé par les vendeurs de boissons de la localité. Dans un communiqué de presse du ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme de fin juillet, ce ministère appelle aux commerçants et aux consommateurs que les prix des produits Braroudi, Sosumo et Bousseko n'ont pas encore changé et de mettre en garde les spéculateurs que des mesures coercitives allaient être prises. Dans le même communiqué, ce ministère indique qu'il va renforcer sur toute l'étendue du pays l'activité de surveillance du marché. Gouvernance sans transition. La filière café reste toujours gangrénée de beaucoup de difficultés malgré les réformes mises en place par le gouvernement pour développer cette filière. Propos de Prosper Nahogwamiye, porte-parole du gouvernement, dans un compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce mercredi à Gitega. Le porte-parole du gouvernement indique que parmi les difficultés de cette filière café figure la mauvaise organisation. Écoutez Prosper Nahogwamiye. Note relative à la problématique de liquidation des sociétés de gestion des stations de lavage Sogestar et de la société de déparchage et de conditionnement du café Sodeco. Cette note a été présentée par le ministre des Finances, du budget et de la planification économique. Malgré les réformes mises en place par le gouvernement dans la filière café, suite au programme d'ajustement structurel initié par la Banque mondiale depuis 1986, la filière café n'a pas affiché les performances attendues et des difficultés dans le secteur ont persisté. Les principales difficultés relevées sont notamment les difficultés structurelles liées à une faible capacité technique et de gestion, les difficultés organisationnelles depuis le stade de production jusqu'au stade d'exportation du café, avec comme corollaire les difficultés financières à pouvoir payer le prix aux producteurs, ce qui obligea l'État du Burundi d'intervenir par ses concours sous forme d'aval lors des campagnes café. Le non-respect de la part des Sogestar et de la Sodeco des obligations contractuelles traduit par le non-paiement des loyers, l'absence d'entretien et de la maintenance des biens loués, la rémunération du personnel, le non-paiement des impôts et taxes, etc. Pour remédier à ces difficultés, le gouvernement doit liquider les sociétés opérant dans ce secteur du café et acheter leur patrimoine. Encore une fois, Prosper Nahogwamiye.
Concernant les voies de sortie, comme les rapports d'expertise des actifs de Sogestar Sodeco mis à la disposition de l'ODK sont déjà disponibles, les mesures suivantes pourraient être envisagées. Le gouvernement devrait accepter de les racheter selon les valeurs actualisées. Le matériel ou actif non retenu par l'ODK devrait être remis aux Sogestar et Sodeco en liquidation pour une mise en vente publique éventuelle. L'actionnaire État devrait être traité de la même façon que les autres actionnaires lors de la liquidation. Lors des échanges, les observations et recommandations suivantes ont été soulevées, notamment compte tenu des ressources matérielles et financières que l'État avait mises à la disposition de ces sociétés, il faut qu'il y ait un audit afin de calculer toutes les valeurs des actifs en location. Dans les calculs à faire, il faut tenir compte des avances que l'État a débloquées seul pour payer les producteurs du café. La liquidation devrait se faire dans la transparence, avec partage de responsabilités à tous les niveaux, car c'était des sociétés mixtes suivant les apports de chacun. Les ministres en charge des finances et de l'agriculture vont collaborer pour établir ce que ces sociétés doivent à l'État et procéder au recouvrement, même forcé en cas de besoin. Le cas échéant, le ministère de la Justice pourra être requis. Direction Bubanza, à présent, les responsables de la direction de l'enseignement dans la commune Manda devraient payer les salaires des professeurs vacataires pour qu'ils donnent des résultats et que les élèves n'en soient pas victimes. Réaction d'une éducatrice qui suit de près l'éducation au Burundi. Eladi Nivizi fait savoir que tout ouvrier mérite un salaire. Écoutez Eladi Nivizi. Lorsque les élèves, à la fin d'un trimestre ou à la fin de l'année, n'obtiennent pas les résultats scolaires, ils sont bloqués. La direction n'a pas de base pour prendre une décision en ce qui concerne leur avancement de classe, en ce qui concerne leur redoublement ou en ce qui concerne le renvoi des élèves. C'est pour cette raison que, à chaque fin d'année, l'année est clôturée par la proclamation des résultats. Et par conséquent, ces élèves ont droit à leurs résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que les professeurs vacataires qui ont travaillé pendant 3 mois méritent de recevoir leur salaire. Leurs indemnités sont calculées à l'avance et les enseignants sont recrutés à l'avance parce que l'école sait comment il va rémunérer leurs prestations. Et par conséquent, les vacataires ont pris un engagement d'enseigner parce qu'ils attendent un salaire. Le contrat qui les unit avec les écoles, c'est le salaire et le travail. Il faut alors que l'école paye les mensualités qui sont en retard et que les vacataires donnent les résultats. Il n'y a pas moyen de demander des résultats aux vacataires pour un travail réalisé sans paiement. Ils ont droit à leur salaire et l'école a l'obligation. Si l'école n'est pas capable, la commune doit prendre ses responsabilités parce qu'il y a déjà 3 écoles. Sinon, ce serait un esclavage. Ce serait une forme d'esclavage que de faire travailler des gens, des enseignants surtout, des éducateurs, pendant 3 mois et ne pas les payer. Il faut que les enseignants soient payés et les enseignants vont donner les résultats. Il faut signaler que les élèves des écoles fondamentales Mahwa, Murengeza et Rubira n'ont pas encore eu les résultats de la fin de l'année suite à ce problème. Clôturons cette édition. Tout le personnel du service de vérification de l'OBR ainsi que tous les déclarants opérant sur le poste frontière de Kobero doivent être remplacés d'ici le 15 juillet 2021. Injonction du ministre des Finances Domitien Ndiokugayo. C'était lors d'une descente qu'il a effectuée à Kobero pour vérifier les informations selon lesquelles le traitement des dossiers était très lent. Les détails avec Dani Claire Iratrumva. Ce jeudi, le ministre burundais des Finances, Domitien Ndiokugayo, a effectué une descente au bureau de l'OBR en province Muyinga. Il avait reçu des informations via un numéro public du ministère, selon lesquelles il y aurait des retards non justifiés dans le traitement des dossiers et que par conséquent, la corruption fait parler d'elle-même pour faire avancer les dossiers. À ce propos, les services de l'OBR ont essayé de renvoyer la faute aux demandeurs de services, ce qui n'a pas convaincu le ministre. Les services de l'OBR nous ont expliqué
qu'il y a des déclarants qui ne sont pas rapides à soumettre les dossiers, qu'il y a aussi peut-être des commerçants qui ne donnent pas les informations à leurs déclarants. Ce que nous avons douté parce que il peut arriver qu'un commerçant ne donne pas les informations nécessaires. Attend peut-être un commerçant 2, 3, mais c'est difficile de s'expliquer que vous ayez plus de 100 véhicules qui attendent et qu'ils ne peuvent pas être traités rapidement. Et ce qui est de la corruption, c'est bien évidemment difficile à vérifier dans les faits, mais nous allons continuer à mener des investigations pour savoir s'il y a du personnel de l'OBR qui serait impliqué dans cela. Après avoir effectué une visite sur tout le périmètre d'action de l'OBR, le ministre Domitien Ndihokubwayo a décidé que tous les employés des services de vérification et tous les déclarants qui y opèrent soient remplacés. D'emblée, nous avons décidé que l'équipe qui se trouve ici, dans la vérification à l'OBR, puisse être changée au plus tard le 15 juillet, afin qu'on ait du sang nouveau à ce poste-là et que les choses rentrent dans l'ordre. Nous avons aussi décidé à ce que les déclarants qui se trouvent ici au poste de Kobero soient aussi changés par les agences respectives qui les ont envoyés, parce que nous constatons que les déclarants et les vérificateurs de l'OBR travaillent de connivence. Ils doivent travailler ensemble, ça c'est vrai, mais réellement, avoir ce qui arrive ici, il doit y avoir du fou. Avant de partir, le ministre Domitien Ndihokubwayo a mis en garde les agents des autres départements que s'il apprendrait d'autres fautes les concernant, il les renverrait définitivement. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 9 juillet 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.